Pierre Steck, qui nous présente, il était venu la première fois nous présenter portrait présumé de Florine. Ah, de Florine, pardon. Et maintenant il est avec deux œuvres supplémentaires. Alors les mystères de Whitehouse, c'est du nom. Et puis ma vie si je meurs. Alors voilà, au témoignage sur mon vie. Bon, on n'aurait peut-être pas dû commencer par ça, on aurait d'abord pu commencer par notre aventure parisienne. Parce que nous sommes tous les deux, nous publions tous les deux aux éditions Le Manuscrit, donc ces deux-là, c'est le Manuscrit à Paris, alors que ce livre-là a été publié par La Vague Verte, qui est un éditeur proprement picard, et qui ne publie que des œuvres qui concernent la Picardie, écrites par des auteurs picards. Alors, le Manuscrit nous avait gentiment invités au Salon du Livre à Paris, c'était le dimanche des élections, alors donc le deuxième tour c'est le 18 mars, c'est ça? Et donc Anthony, en vrai parisien qu'il est, il m'a emmené en voiture, il a réussi à se perdre, et puis on est tombé sur le périph' dans des bouchons, si bien qu'on arrivait en retard. Donc moi au stand, j'avais ma place de 4h15 à 6h15, enfin de 16h15 à 18h15. Alors on est déjà arrivé à 16h30 aux portes, donc au Palais de Versailles, au hall numéro 1, où avait lieu le Salon du Livre. Et on a à peine franchi la porte qu'on était refoulé par les CRS. Parce qu'il y avait une alerte à la bombe. Alors donc on a vu tous les gens évacués, des milliers de personnes, on était vraiment étonnés, tellement il y avait une foule énorme. Il faut savoir que le Salon du Livre cette année était consacré, enfin, l'invité d'honneur était Israël. Alors vous comprenez pourquoi il y a eu une alerte à la bombe. Donc les gens ont été très gentils, ils sont sortis, je vous dis certainement des 2 3 000, 4 000 personnes, j'en sais rien. Et bon, les gens ont attendu une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, les gens après sont partis. On est enfin rentré pour voir notre stand. Il était 7h15. Donc le temps qui nous a imparti était non seulement terminé, mais en plus il n'y avait plus personne, puisque les gens avaient fui. Voilà. C'était notre aventure, notre Salon du Livre 2008. Notre éditeur sortait donc. Mais enfin, ça nous a permis de rencontrer en chair et en os notre éditeur, puisque le manuscrit ne travaille que par Internet, enfin, très peu par téléphone, pratiquement par Internet. On envoie les manuscrits directement chez eux, ils les mettent en page, ils nous les envoient, on les revoit, on les corrige, et ils nous envoient même le bon à tirer, le contrat d'édition, tout se fait par Internet. Et là, on a eu au moins la chance de voir les personnes en chair et en os, responsables, y compris le fondateur de la maison, qui a été très content de nous voir, avec qui on a discuté, et qui m'a même commandé un travail, donc je ne suis pas venu, et je ne suis pas allé pour rien. Bon, donc, si vous voulez, pour les besoins de notre ami Guy, qui filme, je vais parler pendant un petit quart d'heure, donc, de ces 3 livres-là, et après on aura une discussion libre, à votre guise. Alors donc, pour présenter mes 3 livres, je vais un peu présenter ma manière d'écrire, c'est-à-dire de travailler. C'est-à-dire, pour écrire un livre, on choisit d'abord un thème. Alors, le thème de ce livre-là, c'est la guerre, l'amitié et l'amour. Ici, c'est un policier. Donc, le thème, c'est forcément une histoire policière. Donc, c'est une disparition, un enlèvement ou un crime. C'est la grande question. Mais également, il y a un peu une histoire d'amour à l'intérieur. L'amour fait partie de la vie, ça ne peut pas échapper, je pense, à aucun livre. D'ailleurs, je ne crois pas que les lecteurs, il y aurait beaucoup de lecteurs s'il n'y avait pas un peu d'amour, s'il n'y avait pas au moins une femme dans un livre. Moi, je connais des personnes qui regardent, avant de regarder un film, ils regardent d'abord les personnages, s'il n'y a pas de femme, ils ne regardent pas. Oui, ça existe. Bon. Le troisième, alors là, avec d'immenses guillemets, c'est plutôt un roman psychologique sur la vie, la mort, la vie et la mort. Bon. Alors, regardons maintenant le titre. Le titre, c'est quelque chose qu'on choisit, on peut choisir à n'importe quel moment, c'est-à-dire avant d'écrire un bouquin,
le prochain bouquin, je connais le titre, j'ai connu le titre avant de commencer à l'écrire. Parfois, on choisit son titre en cours d'écriture, parfois à la fin. Et là, actuellement, j'ai fini un nouveau roman et je ne trouve pas de titre. Bon. Mais le titre, c'est quelque chose de très important. Parce que quand vous achetez un bouquin, la première chose que vous regardez, c'est bien le titre. Hein? Alors donc, ici, vous avez Portrait présumé de Florine, et il est illustré, celui-là. Alors donc, dans le titre, déjà, il intrigue. Bon, on sait que c'est le portrait de Florine. Bon, qui est Florine, pourquoi elle a un casque, etc. Et le mot déjà présumé intrigue également. Pourquoi ce sont des portraits présumés. Bon. Si je prends celui-là, je m'excuse, mais je vous fais travailler la mémoire. Hein. Je fais les trois en même temps, j'aurais pu les faire un par un. Alors donc ici, c'est le mystère de White House. Bon, le mot mystère, c'est toujours un mot qui attire. Et White House, ça intrigue également. Est-ce que c'est le White House américain ou un autre? Hein, je ne vous le dirai pas. Bon, maintenant, le troisième, c'est ma vie si je meurs. Là aussi. Qui va mourir, Jean-Pierre? Là, comment? Qui va mourir, Jean-Pierre? Je ne sais pas ici. Je ne sais pas. Non, mais je ne déflore rien. Mais, bon, mais déjà, le titre, moi je trouve que. Enfin, c'est pas que je veux me vanter, mais c'est quand même un titre également qui intrigue. Hein, parce qu'on associe dans la même phrase la vie et la mort, finalement. Ma vie si je meurs. On peut s'interroger, qu'est-ce que ça veut bien dire? Hein? Donc, vous voyez, il y a le côté un peu, c'est pas forcément commercial, mais disons que quand on écrit, c'est quand même pour être vendu. Donc, il faut étudier toutes les ficelles, les ingrédients possibles et imaginables pour être lu et vendu pour être lu. Bon. Maintenant, quand on a arrivé à ce stade-là, on sait de quoi on va parler. Moi, je fais toujours un petit résumé de l'histoire que je vais raconter. Parce qu'avant de commencer une histoire, moi, je la connais de A jusqu'à Z. Elle est dans ma tête depuis un certain temps. Il y a une gestation qui se fait pendant des semaines, sinon des mois, sinon des années. Hein, et à partir de cette gestation-là, je fais un petit texte. Moi, ce petit texte, c'est un petit peu, enfin, on se retrouve en partie dans la 4e page de couverture, qui est la page de présentation, que les gens lisent après avoir regardé la première page. Généralement, avant d'acheter un bouquin, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la dernière page. Donc vous avez ici donc, le thème développé de l'histoire. Alors je vais vous lire rapidement donc, les trois. Hein. Donc pour celui-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était la guerre, l'amitié et l'amour. Vous allez voir tout de suite. Donc, 2 avril 1917, Louis Bouvray, jeune berger picard, épris de nature et de liberté, rejoint les tranchées. Tandis qu'il découvre les affres de la guerre, Florine, Després, à l'arrière, affronte maints problèmes propres à cette époque tragique. Louis devient la mascotte de son escouade en raison de son courage, de ses connaissances et de son don pour le dessin. Donc, les portraits, ça s'explique. Hein, une chose lui manque, la pensée d'une femme. Parmi la gente féminine de son village, il choisit Florine et lui demande d'être sa marraine de guerre. Elle accepte. Point de suspension, naturellement, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je ne vais pas déflorer le sujet jusqu'au bout. Hein, mais dans mon texte, si vous voulez, de conception au départ, il y avait ça, plus la fin. Bon, si je prends maintenant le polaire, c'est pareil. Donc là, par contre, bon, alors là, j'ai fait en 2 parties. L'histoire. Jean-Luc Baradin, détective privé parisien, roule vers la côte d'Opale où il pense se reposer quelques jours en compagnie de Popo Momon. C'est comme ça qu'il appelle ses parents. Il ignore que l'attendent une belle plage, 2 jolies filles et une enquête. Philippe Goodford-Ossing, ingénieur anglais, en effet disparu. Bon. Après, il y a la critique, mais une critique que j'ai inventée. Alors tout de suite, là aussi, un petit équerre. Tout à l'heure, j'ai donné l'importance du titre. Je parle maintenant de l'importance du nom des personnages que l'on donne à ces histoires. Par exemple, dans ce livre-là, la fille s'appelle Florine Després. Alors derrière ce prénom et derrière ce nom, on peut très bien imaginer déjà le personnage. Florine, mot de la famille de fleurs, Després, la campagne, etc. Hein, bon. Alors que ici, par exemple, c'est un polar, mais vous allez comprendre tout de suite de quel genre c'est quand je vais vous lire la critique. Critique complètement imaginaire, bien sûr. Hein.
J'ai eu la chance de lire ce chef-d'œuvre avant sa parution. Vous ne serez pas déçus. Il y a de l'humour, de l'amour, et même une énigme policière avec de tels rebondissements que l'auteur, entre parenthèses, un ami je l'avoue, ne connaissait pas le coupable quelques pages avant la fin. Entre parenthèses, donc l'auteur de la critique s'appelle Jean-Henri Encore, libraire, dépositaire, correspondant, photographe du journal La Côte d'Opale libéré à Sauvert-Plage. Donc vous voyez, tout de suite on devine le genre du roman. Hein. Le personnage enlevé s'appelle Philippe Good for Nothing, tout le monde a fait de l'anglais, on sait bien que Good for Nothing ça veut dire propre à rien. Hein. Alors lui s'appelle Philippe, comme par hasard sa femme s'appelle Diane. Bon, autre personnage, il y a ce libraire qui s'appelle Jean-Henri Encore. Hein. Il y a aussi par exemple un docteur qui a un rôle important dans le polar, c'est le docteur Migraine, et comme prénom il a Aimé. Et il s'appelle naturellement, c'est le docteur Aimé Migraine. Hein. Vous comprenez tout de suite quel genre de bouquin il s'agit. Bon, maintenant, ma vie si je meurs. Alors, David décide de mourir en bonne santé le 12 avril 2001, date anniversaire de ses 60 ans, dans 167 jours. Mais comment organiser sa vie et sa mort quand on est le mari d'Isa, une femme hyperactive? David y parvient avec plus ou moins de succès quand le destin, à moins que ce ne soit la providence, lui offre une cigarette du condamné à mort aussi séduisante qu'inattendue, Sarah. Ce bout de vie restant ne lui réserve-t-il pas d'autres surprises? Bon, vous voyez, tout de suite, vous voyez, donc, ça va se passer sur 167 jours. Hein, donc, notre personnage a décidé de mourir, disons, je ne donnerai qu'une des raisons il veut mourir en bonne santé parce qu'il a peur de la déchéance et il a peur de la maladie. Hein, donc, il estime que sa vie a été suffisamment riche pour pouvoir disparaître. Hein. Bon, alors voilà donc, si vous voulez, des textes de conception à partir desquels on a écrit, donc j'ai écrit des romans de 120 pages ou 150 pages. Bien, maintenant, quand on écrit un roman, il y a un autre aspect qu'il faut bien étudier, ce sont les décors, l'endroit où ça va se passer. Bon, ici, il n'y a pas de problème, c'est un roman historique de guerre, donc il y a les tranchées d'un côté, pour le garçon, et il y a donc le village à l'arrière pour la fille. Ici, pour le polar, bon, il faut dire que c'est un polar que j'avais écrit il y a un certain nombre d'années, et que j'ai complètement remanié parce que je l'ai picardisé. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, je l'avais situé dans une station balnéaire au bord de la Méditerranée, et je l'ai ramené sur la côte d'Opale. Alors là, je vais faire plaisir à mon ami Berlé, puisqu'il adore comme moi la mer. Hein, donc j'ai planté le décor dès l'avant-propos. Alors si vous permettez, je vais vous lire donc ce décor. J'aime la mer. J'aime la mer depuis notre première rencontre il y a plus d'un demi-siècle. La mer paraît toujours pareille, alors qu'elle change à chaque instant, mais ça, pour le voir, il faut l'aimer comme moi. J'ai d'abord fréquenté les côtes ensoleillées de la Provence et du Languedoc-Roussillon, puis celle de la Bretagne, tellement riche par leur flore et leur faune, et enfin la côte d'Opale, qui possède deux avantages à mes yeux. Elle se situe nettement plus près de chez moi, et elle s'avère aussi belle que toutes les autres. Pour les besoins de mon roman, quelque part, entre Saint-Valery-sur-Somme, où Guillaume embarqua en 1066 pour conquérir l'Angleterre, et Zuidcote, où j'espère toujours passer un week-end, j'ai creusé le lit d'un fleuve, dans lequel je déverse des quantités de mètres cubes d'eau qu'il rend sagement à la mer. Ce fleuve, je l'ai baptisé la Bore, et je l'ai peuplé de toutes sortes de poissons. À son embouchure, j'ai entassé des tonnes et des tonnes de rochers pour former deux digues, paradis des enfants et des pêcheurs. Et sur la rive droite, coincée entre fleuve et mer, j'ai bâti une station balnéaire, Sauvert-Plage, dont la population enfle et désenfle au gré des congés payés et des week-ends prolongés. Voilà le décor planté. Quant à l'époque, à cette époque-là, les passants n'arpentaient pas les trottoirs en gesticulant et en racontant leur vie à de petites boîtes appelées portables. Ils ne possédaient pas plusieurs téléviseurs afin d'éviter toute dispute
à propos des programmes de la soirée. Avant de vous plonger dans le mystère de Wataout, bon, surprise, ça n'a aucune importance, mais vous voyez, j'ai planté un décor imaginaire, hein, voilà. Maintenant, à propos de celui-ci, le décor, ben, ici il n'y a pas de décor. Enfin, plutôt si, il y a un décor, disons que j'ai copié sur un village que je connais bien, et une ville que je connais bien, et que je ne cite pas, c'est un village et Saint-Quentin, bien sûr. Bon. Donc, mais les décors sont très importants. Hein. Actuellement, là, mon projet actuel, c'est d'écrire un roman qui aura pour toile de fond la Guadeloupe. Hein. Les enfants et petits-enfants sont là-bas depuis le mois de février dernier, depuis 1 an. Hein, ils sont là-bas pour des raisons professionnelles pour 4 ans. Donc j'ai eu la chance de passer 9 semaines là-bas cet hiver. Donc j'ai imaginé un roman qui va se situer là-bas. Alors j'essaie de l'écrire très rapidement, avant le mois de juillet, parce qu'au mois de juillet j'y retourne pour 2 mois, et que sur place je pourrais vérifier, contrôler, etc. Voilà. Hein. Mais vous voyez, il y a 36 manières d'écrire un décor. On utilise les décors qu'on connaît, où on peut imaginer complètement les décors, ou alors, parfois, même pour les par exemple, ici, dans le White House, dans White House, à un moment, je décris un décor d'une manière très professionnelle, digne de quelqu'un qui est d'un grand chef des eaux et forêts. Hein. Alors donc, la description est superbe, hein. Et à la fin, j'avoue, quand j'ai fini, si vous croyez que je suis devenu très fort en botanique, etc., vous vous trompez. Je me suis contenté de recopier ce qu'il y avait écrit sur un grand panneau qui avait à l'entrée de la forêt. Et justement, le jour où je suis allé là-bas, j'ai lu ce panneau, ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Avec mon appareil numérique, j'ai photographié le panneau, je l'ai remis donc sur mon ordinateur, affiché sur l'écran de l'ordinateur, puis j'ai plus qu'à le recopier, quoi. Hein. Bon, c'était un petit peu triché, mais je ne triche pas dans la mesure où j'ai avoué, hein, mais ça rentre tout à fait dans le style du personnage, dans mon histoire. D'accord? Bon. Bon, donc les décors sont importants, les personnages sont importants. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir le scénario. Donc il faut faire un scénario. Alors là, je vais vous présenter le scénario plutôt que de parler de scénario, le point de vue. Par exemple, celui-ci, hein, vous avez 2 personnages principaux. Il y a un garçon qui est dans les tranchées et une fille qui est au village. Bon. Donc, dans la première partie du récit, il y a « je suis l'auteur et je suis le narrateur, je raconte l'histoire du garçon et de la fille ». Et j'alterne l'un et l'autre pour raconter 2 histoires parallèles. 2 histoires parallèles qui vont se rejoindre quand le garçon va écrire à la fille pour lui demander d'être sa marraine de guerre. Et dans la deuxième partie, le garçon va revenir en permission, et donc toute la deuxième partie, c'est le cheminement du garçon qui revient en permission et de la fille qui attend le garçon qui revient. Je ne dis pas pourquoi. Hein, je ne veux pas déflorer mon sujet, et finalement ils vont se rencontrer et pendant une semaine, 10 pages avant de se reséparer, puisque lui va repartir, permission terminée à la guerre, et elle va rester au village. Je ne vous dis pas, naturellement, si vous avez envie de lire le livre, je ne veux pas déflorer le sujet.